travail, parce que votre projet s'inscrit dans une austérité budgétaire et une réduction du niveau de service à nos concitoyens, nous voterons cette motion de censure qui est notre seul outil constitutionnel pour repousser votre projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Frédéric Vallely. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, de motions de rejet préalable pour empêcher le débat aux motions de censure pour se plaindre de l'absence de débat, décidément, chers collègues insoumis, la seule logique qui apparaît est une logique de l'obstruction pour vous permettre des effets de tribune. Toutes ces manœuvres révèlent finalement deux choses. D'une part, votre solitude, puisque au sein de la NUPES, vous êtes de moins en moins nombreux à soutenir ces motions, comme une vague de lassitude profonde. D'autre part, votre incapacité à proposer un projet alternatif, c'est-à-dire qui puisse trouver une majorité pour financer la sécurité sociale. Je ne vous ferai pas l'affront de reprendre les scores obtenus par chacune de vos motions, mais on ne peut pas dire que votre audience soit croissante, bien au contraire. La répétition continue des mêmes discours ne vous a pas permis d'apporter une solution politique à des sujets aussi importants que ceux traités dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Ce PLFSS mobilise plus de 640 milliards d'euros d'investissement pour la sécurité sociale, finance 105 milliards d'euros pour l'hôpital, 254 milliards pour l'ONDAM, 294 milliards pour l'assurance vieillesse ou encore 58 milliards pour les politiques familiales. Tous ces budgets sont en augmentation et sont inédits. Plutôt que de l'admettre, vous persistez encore une fois dans les manœuvres de procédure et partisanes, comme si, définitivement, le fond des sujets vous intéressait peu. L'histoire se répète et se ressemble, et vous continuez à parler de budget d'austérité, alors que nous renforçons considérablement les moyens de toutes les politiques sociales. Pire encore, vous parlez de projets méthodiques de déstabilisation du système de santé. Mais de quelle déstabilisation parlez-vous, collègues insoumis? N'est-ce pas notre majorité qui a repris en main un système de soins déjà malade suite à des quinquennats d'attentisme et de rendez-vous ratés? N'est-ce pas notre majorité qui a mis un terme à plusieurs années d'économies importantes sans que les réformes de structure qui auraient pu rendre ces économies supportables n'aient été faites? N'est-ce pas notre majorité qui a mis fin, à partir de 2018, à une politique du rabot pratiquée jusqu'alors en augmentant 5 fois plus que sous la gauche les dépenses d'assurance maladie? N'est-ce pas notre majorité qui s'est attelée à des réformes volontaristes pour améliorer l'accès aux soins des Français en supprimant par exemple le numerus clausus? N'est-ce pas enfin ce gouvernement qui a su faire face à la crise sanitaire la plus sérieuse depuis un siècle en prenant des mesures fortes à l'image de la mise en œuvre d'un plan de relance et de soutien massif de l'investissement hospitalier public, sans parler des mesures liées au Ségur de santé? Aujourd'hui, le sort réservé à l'hôpital, pierre angulaire de notre système de santé, a changé. Des actions ont été engagées. D'autres restent à venir et je l'espère, et je suis convaincu qu'il nous appartient de nous inscrire en faux de ce discours démagogique que vous portez, collègues de la France insoumise, selon lesquels nos hôpitaux seraient dans un état de plus en plus catastrophique. Avec ma stratégie Ma Santé 2022 et la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification que l'on doit à ma collègue Stéphanie Rist, nous avons agi en décloisonnant l'hôpital, en simplifiant sa gouvernance et en promouvant le retour d'un vrai service public hospitalier. Nous avons par exemple encadré l'intérim médical, qui est un véritable cancer pour l'hôpital, puisque ça le déstabilise à la fois financièrement, mais au-delà, dans ses organisations et dans la qualité de sa prise en charge. Par ma proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, qui sera à nouveau débattu dans quelques jours dans cet hémicycle, nous irons plus loin en interdisant l'intérim en début de carrière pour toutes les professions médicales et paramédicales. Alors oui, la majorité n'a pas à rougir. Elle agit en responsabilité depuis 2007 pour protéger notre système de santé qui tient grâce à l'engagement des femmes et des hommes qui le servent, grâce à leur solide conscience professionnelle et aux valeurs qui les animent. Et ce PLFSS pour 2024 s'inscrit pleinement dans la lignée des réelles avancées que j'évoque à l'instant. Il s'attaque à la réduction de la part de la T2A, que beaucoup appelaient de leur vœu depuis si longtemps, pour amplifier les modes de financement par dotation, afin de limiter les effets d'aubaine pour mieux financer les objectifs de santé publique et améliorer la qualité des soins. En matière de prévention également, ce texte est ambitieux en prévoyant la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et le remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour les jeunes femmes et les plus précaires. Ces mesures sont concrètes et s'inscrivent dans la lignée du virage considérable
pris depuis plusieurs années en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Concernant l'accès aux soins, saluons l'accélération du décloisonnement de notre système de santé, notamment en matière de partage de compétences, qui constitue l'un des engagements forts du président de la République. Cela a été fait par la reconnaissance du rôle et de la place des IPA il y a quelque temps, et cela est fait à nouveau dans ce texte en permettant aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique pour les angines et les cystites. Ce PLFSS fait donc écho à la volonté de faciliter l'accès le plus direct aux professionnels de santé. C'est donc conscient des avancées contenues dans ce texte, en toute responsabilité, que le groupe Horizon et Apparentés souscrit aux objectifs assignés par ce PLFSS. Si notre groupe est lucide et sait que ce PLFSS doit permettre d'atterrir après les années Covid et le quoi qu'il en coûte, nous aurions néanmoins, et je l'ai déjà dit, souhaité aller plus loin sur d'autres sujets, comme sur la réforme du financement, mais aussi sur la prévention des addictions. Je pense par exemple aux amendements adoptés en commission des affaires sociales qui tendent à modifier la fiscalité de l'alcool ou à augmenter les taxes sur les boissons alcoolisées aromatisées. Nous le savons, la consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur qui est à l'origine de 49 000 décès par an. À l'heure où l'alcool est considéré comme étant la deuxième cause de mortalité évitable en France, il nous faut agir en sensibilisant davantage sur les risques d'une telle addiction. Au-delà de l'alcool, nous ne devons pas oublier le tabagisme, qui est responsable d'un décès sur 8 chaque année. Face à ce fléau de santé publique, il nous faut mettre en œuvre des politiques de santé volontaristes. Je salue à cet égard le nouveau programme national de lutte contre le tabac, présenté hier matin par vous, monsieur le ministre de la Santé, et qui vise en particulier à prévenir l'entrée dans le tabagisme chez les jeunes et accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac. Si la hausse annoncée du prix des paquets de cigarettes est une bonne nouvelle, je suis convaincu qu'il est également indispensable de s'attaquer à l'ampleur inédite prise par les marchés parallèles du tabac, qui prennent la forme d'achats effectués à l'étranger ou auprès de réseaux de contrebande. J'appelle le gouvernement à prendre à pleine main ce phénomène qui représente entre 14 et 17 % de la consommation française et qui engendre pour l'État un vrai manque à gagner, avec une perte de recettes fiscales comprise entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an et qui contrevient aux politiques de santé publique. Ce marché parallèle représente également un préjudice important pour les buralistes français qui sont confrontés à une diminution du nombre de débits implantés sur le territoire en raison notamment de la désertification de certaines zones rurales. Il est essentiel que la France s'engage en appliquant le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, qu'elle a ratifié d'ailleurs en 2015, pour définir des quotas de livraison de tabac en fonction de la consommation intérieure réelle et pour mieux encadrer le volume de ce qui est fumé par les Français. C'est tout l'objet de la proposition de loi que j'ai déposée le 7 novembre dernier et qui est soutenue aussi bien par la Confédération des buralistes que par l'ensemble des associations de lutte contre le tabagisme. Par ailleurs, pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme je l'ai déjà évoqué dimanche dernier, à l'occasion encore une fois de l'examen d'une motion de censure de nos collègues insoumis, la voie de la co-construction devrait être préconisée afin que l'on puisse collectivement réfléchir très tôt dans l'année aux mesures adéquates pour moderniser notre système de sécurité sociale. Il nous faudra travailler ensemble dans un esprit de dialogue et de responsabilité partagée. Au lieu de servir des idéologies politiciennes, chers collègues insoumis, soyons soucieux avant tout de l'intérêt général. Croyons au dépassement des clivages artificiels et rassemblons toutes les bonnes volontés au service du pays dans le respect des différences et des sensibilités. Un peu d'ailleurs comme nous le faisons en commission des affaires sociales où les débats sont beaucoup plus constructifs que dans cet hémicycle. J'en suis convaincu, nous pouvons faire œuvre utile en dessinant de nombreuses convergences comme nous l'avons fait sur de nombreux textes depuis le début de la législature. Nous ne pouvons nous contenter de lancer des réunions communes à quelques semaines de l'examen du PLFSS. Monsieur le ministre, voyons-nous tôt dans l'année et élaborons ensemble la prochaine copie pour